Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. Ça y est, nous sommes en décembre, dernière ligne droite avant la trêve hivernale et de laisser bien les affaires de sport au vestiaire. Mais avant cela, l'actualité continue, preuve en est avec le sommaire de ce soir. C'était l'un des rendez-vous du week-end, le 8e tour de la Coupe de France de football. 3 clubs vendéens étaient toujours en lice. Unique affiche à domicile, La Roche-ESO affrontait samedi soir le club martiniquais du RC Saint-Joseph. En basket, après avoir pris des nouvelles des Tigresses, nous irons sur les parquets de N1. Après 15 jours de trêve en championnat, les Sables d'Olonne retrouvaient la salle Beau Séjour face à Lorient. En tennis de table, la jeune garde ferriéroise recevait Angoulême pour l'avant-dernière journée de la première phase de National 2. Quel résultat pour l'équipe emmenée par Arthur Thomas? Réponse dans quelques minutes. Et puis enfin, nous prendrons la direction de la Plaine des Sports de Fontenay-le-Comte pour vous parler d'une discipline qui a réuni ce week-end 40 concurrents, le disque golf et la Coupe des Pays de la Loire organisée ce dimanche. Voilà pour le programme de ce lundi 2 décembre 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour démarrer, je vous propose de prendre la direction des terrains de football puisque le week-end était marqué par la Coupe de France. Unique club vendéen évolué à domicile pour ce 8e tour. La Roche-ESO recevait le RC Saint-Joseph, formation venue de la Martinique et qui évolue en Régional 1. Jamais le club lyonnais n'avait atteint ce stade de la compétition. Samedi soir à Desgranges, dans une rencontre où le brouillard a été omniprésent, ce sont les Vendéens en blanc qui se montrent les plus dangereux dans ces premières minutes. Émilien Chauvet vient ici forcer le gardien adverse à une première parade. Dans les cages lyonnaises, le capitaine Armand Foguet lui répond quelques instants plus tard. 22e minute, les Martiniquais sont au coup franc. La Roche peine à sortir ce ballon. Florian Goma en profite. Foguet dans les buts est trop court. Saint-Joseph ouvre la marque. 1-0. Les joueurs de Jérôme Rénon tentent alors de réagir comme ici sur cette frappe signée Rakoto Arisoa mais bien négociée par le portier visiteur. Juste avant la pause, côté gauche, Rudy Laboureux s'emmène dans la surface. Son tir vient heurter la barre transversale du gardien surpris et qui semblait battu. De retour sur le terrain de Desgranges, le numéro 7 Barba tente une nouvelle fois sa chance. Ça fuit le cadre et puis c'est cette fois Rudy Laboureux qui va croire un instant offrir l'égalisation à son équipe. Mais il avait été signalé en position de hors-jeu, toujours 1-0 jusqu'à la 73e et sous coup franc de Dylan Amokran. Le numéro 10 de l'ESO remet les compteurs à égalité 1-1. Mais voilà, dans la foulée de l'égalisation, Nal est parfaitement lancé dans la profondeur avant de laisser parler sa technique, éliminant Foguet pour conclure dans le but vide. Saint-Joseph repasse devant 2-1. Et puis 10 minutes plus tard, 85e, le bijou de la soirée est signé Giovanni Barba. Le Martiniquais ouvre parfaitement son pied droit pour le but du break. 3-1, le SO est trop court et malgré une dernière grosse occasion, les Ornésiens ne réussiront pas l'exploit de revenir au score en fin de match. Fin de parcours donc pour les Lyonnais, battus 3-1 par une valeureuse formation martiniquaise, le RC Saint-Joseph, qui découvrira donc les 32e de finale. Les réactions des deux coachs, à commencer par celle de Jérôme Rénon pour le SO, c'était au micro de Thibaut Grasset. On n'a pas su poser le jeu comme on le posait habituellement. On a tout fait trop vite. On n'a pas été juste dans la dernière passe, dans la zone off. Donc il manquait trop de choses, trop d'ingrédients. L'investissement était bon, mais on a manqué trop techniquement. On a eu des lacunes ce soir. Dans le jeu combiné, on n'a pas trouvé notre jeu habituel. Tout était précipité, tout était pas dans la justesse. Il manquait trop de choses ce soir pour espérer passer ce tour-là. Donc, et Saint-Joseph a été efficace. Ils ont joué un vrai match de coupe ce soir. Peut-être que nous, on n'a pas su le faire. On a essayé, mais il y avait trop de précipitation ce soir et trop de manque technique et de justesse. Très délicat puisque je crois qu'on a les 15 premières minutes, ils nous mettent un rythme d'enfer. Là, effectivement, on se pose des questions. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Suite à ce quart d'heure-là, on a réussi à tenir. Il fallait effectivement travailler pour pouvoir exister. C'est ce qu'on a réussi à faire déjà dans un premier temps. Ensuite, il y a ce coup de pied arrêté. Des choses qu'on a énormément travaillé. On a fait 2 séances de sud, donc ça paye. Ils égalisent. Là, effectivement, on se dit, ouf, ça va être compliqué. Et puis voilà, les garçons, quand on fait preuve d'une abnégation extraordinaire, d'une détermination, c'est une récupération, si je ne dis pas de bêtises. Lucas qui la met magnifiquement pour Manu. Et puis derrière ça, le bijou magnifique de Joe qui nous permet de mener 3-1 et d'obtenir cette qualification historique pour le club.
Voilà, la Roche-ESO termine donc elle aussi bien son parcours historique en Coupe de France au stade des huitièmes de finale. Quid désormais des deux autres formations vendéennes qui est en lice? Eh bien, seulement un club s'est sorti de ce huitième tour, c'est la Roche-VF qui est allé réaliser une très grosse performance en décrochant sa qualification aux dépens de l'US Orléans, pensionnaire de National. Les hommes de Frédéric Reculot ont trouvé les ressources pour égaliser un but partout en toute fin de rencontre avant de l'emporter lors de la séance des tirs au but. C'en est en revanche terminé, vous le voyez, pour les Herbiers, tombés 2-0 hier dans la soirée face aux Girondins de Bordeaux. La Roche-VF sera donc l'unique représentant vendéen au rendez-vous des 32e de finale et les Lyonnais connaîtront bien d'ici quelques minutes leur adversaire pour ces 32e puisque le tirage au sort a lieu ce soir à Paris. Ce pourrait être face à une formation de Ligue 1 puisque les clubs de l'élite feront leur entrée en lice le 21 et 22 décembre. Et puis toujours en football, en National 2 cette fois, les équipes déjà éliminées de la Coupe de France profitaient de ce week-end pour attraper plusieurs matchs en retard. Parmi les rencontres, le Vendée Poiré Football qui se déplaçait à Granville samedi soir. Victoire 1-0 des Genoux grâce à un but de Léo Berlin. Avec cette première victoire en championnat depuis le 7 septembre, le Poiré quitte la position de lanterne rouge au profit de Granville et se place en avant-dernière position. Le Vendée Poiré Foot revient à 2 longueurs de la Roche-VF qui reste 14e et relégable. Les Herbiers se maintiennent à la 5e place. Et puisque l'on parle des Rouges et Noirs en amont de leur match de Coupe de France, défaite 2-0 face à Bordeaux, on l'a dit, le VHF a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue. Il s'agit de l'attaquant Ludéric Etonde, franco-camerounais âgé de 24 ans. Le nouvel attaquant air-bretais arrive du club de Dunkerque, formé au Paris FC et à Metz. Ludéric Etonde évoluait la saison dernière en prêt sous les couleurs du stade Briochin en National 2 où il a disputé un total de 16 rencontres et avait inscrit 4 buts. Et puis avant de passer à la suite, un mot de Footnet avec la 4e journée de D1 qui se disputait ce week-end à Nantes. 2 affiches au programme pour les Sablés FCEC. Première victoire 3-7 à rien face à Aubagne pour les Vendéens. Et puis défaite ensuite 3 manches à 1 face à 7. Les Sablés se maintiennent à la 7e place et se déplaceront dans 15 jours en Normandie face à l'Olympiaco et face aux Pirates d'Évreux. Après le ballon rond, je vous propose d'ouvrir la page basket de ce soir avec pour commencer des images de la 8e journée de Wonder League. La Roche-Vendée Basket était en déplacement sur le parquet de Chartres, promu cette saison au plus haut niveau du basket féminin français. Un duel qui revêtait une importance majeure puisque les deux formations coincées dans la zone rouge comptaient le même nombre de points avant ce match. Devant leur public du Colisée, les Chartraines prennent les devants dans cette rencontre et mènent de plus 7 après 10 premières minutes. Emmenés par Jade Phillips et Brooke McCarthy-Williams, le RVBC va ensuite redresser la barre. Du mieux, mais les Tigresses restent derrière à la marque. 42-38 à la pause pour Chartres. Et à l'image du début de match, c'est Chartres qui débute mieux le deuxième acte et repousse rapidement les Lyonnaises à 10 longueurs, 52-42. Mais les Tigresses n'ont pas lâché pour rester dans le giron de leur adversaire. 63-59 avant d'entamer le dernier quart-temps. Lancé tambour battant, La Roche vient inscrire 11 points consécutifs pour prendre les commandes de cette rencontre au meilleur des moments. Les Tigresses sont alors en tête, plus 2 dans les derniers instants et vont tenir bon. Victoire à l'arraché, 74-72 samedi soir. Et au classement, donc, on va le voir, 2 points supplémentaires pour La Roche-Vendée Basket qui quitte sa place de lanterne rouge, laissée à la formation chartraine. En 11e position, les Lyonnaises restent cependant dans la zone des playdowns et tenteront de valider ce très bon résultat samedi soir aux Oudéry face à Tarbes. Et toujours en basket, je vous invite désormais à revenir du côté de la Vendée, notamment au Sables d'Olonne. Après 15 jours de trêve, la Nationale 1 masculine reprenait ses droits vendredi soir. Place à la première confrontation de la phase retour. Les Sables Vendée Basket recevaient le CEP Lorient pour la 14e journée. 2 équipes en forme puisque les Sablés, 8e au classement, restaient sur 2 succès de rang. Les Bretons, eux, sont sur le podium. Un coup d'à coude et une intensité marquée dès l'entame. Les deux formations se répondent coup pour coup. 10 premières minutes disputées qui tournent en faveur des Morbihanais. Plus 4 pour Lorient qui mène 24-20. La suite balance clairement du côté du collectif sablais en maillot blanc qui vient infliger 13 points consécutifs aux visiteurs. Le LSVB est en tête, mais le groupe de François Sens est finalement rattrapé par la patrouille lorientaise juste avant la pause. Résultat, égalité parfaite, 48 partout à la fin de ce premier acte. De retour sur le parquet, les Bretons reprennent des couleurs, portés par leur fin de première et bien emmenés par Kevin Montsir. Les Sablés, pourtant toujours aux commandes, se font une nouvelle fois rejoindre avant d'être dépassés. C'est donc désormais Lorient qui mène 58-56. À l'aube des 10 dernières minutes, les défenses se resserrent. Côté vendéen, Christopher Manorlax se montre précieux dans la raquette. 9 rebonds pour le pivot Sablais sur la rencontre. À 2 minutes du terme, le LSVB revient à une longueur, 65-66. Mais voilà, ensuite le meilleur joueur du soir, Kevin Montsir, 25 points. Côté lorientais, parachève sa rencontre avec un tir à 3 points qui vient sceller la victoire des siens. Défaite donc 69-72 pour les Sables d'Olonne face à Lorient. Les réactions au micro de Daniel Lelanne, à commencer par celle de l'entraîneur sablais François Sens, passablement agacé par l'arbitrage vendredi soir. On l'écoute. Je vais essayer d'être positif. On fait un bon match défensif. Je trouve que le troisième quart-temps il tourne un peu sur
Ils survivent que sur des lancers francs, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Je pense qu'il y a une différence de statut entre les deux clubs et ça se reflète sur certains aspects du jeu, on va dire. J'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont été dans le combat, immense respect pour ce qu'ils ont fait ce soir, mais si on parle de respect, voilà, je suis très très frustré ce soir et très en colère. Je comprends pas, notamment toute la deuxième mi-temps, comment elle a été sifflée. C'est de l'incompréhension, hein. Mais bon, ça fait chier parce qu'on bosse toute la saison. Ça fait 10 jours qu'on bosse comme des chiens. Les mecs font le boulot défensivement, ils font ce qu'il y a à faire. Et voilà, il y a encore 15 lancers francs d'écart ce soir. Et sur un match qui se joue comme ça à une possession, c'est frustrant. C'était un match pour faire la bascule, donc c'est pour ça. Je pense qu'on a mis les ingrédients pour repartir avec la victoire ce soir. Voilà, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser qui ne nous ont pas été favorables ce soir. C'était un match vraiment dur, acharné, c'était un match de reprise un petit peu et on est vraiment très très content de l'avoir gagné. On savait que c'était un match décisif parce que voilà, pour essayer de faire un petit écart pour s'installer, on a un premier objectif qui est d'être dans le top 7 pour pouvoir jouer la deuxième phase donc dans le groupe 1. Et là c'est un résultat intéressant parce que vu le niveau de l'équipe des Sables, vu la manière dont ils jouent, le coaching et tout ça, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'équipes là sur cette poule retour qui vont venir gagner ici. Ils nous l'ont montré ce soir, là ici, avec un match qui s'est joué vraiment dans les derniers instants, quoi. Conséquence au classement, après cette défaite, le groupe coaché par François Sens perd une place. Les Sablés sont 9e. De son côté, le Vendée Chalon Basket a lui réussi la passe de 3. Le VCB est allé s'imposer 77-71 sur le parquet de Toulouse. Là aussi vendredi soir, Chalon confortant 6e place. Et puis on poursuit avec la Nationale 2 masculine et la très bonne opération pour le Montaigu Vendée Basket Club. Samedi soir, les Montacutins ont battu Toulouse 80-67 à la maison pour la 10e journée. Résultat, avec cette deuxième victoire de la saison, le MVBC reste dans la zone rouge mais n'est plus dernier et remonte à la 13e place. Et puis un dernier coup d'œil avec cette fois la Nationale 2 féminine où l'on disputait samedi la 9e journée. Toujours pas de victoire en championnat pour les espoirs de la Roche Vendée Basket. Les Vendéennes s'inclinent 75-56 face au Garonne Avenir Basket du Marmandais. Les Lyonnaises restent clouées à la 12e et dernière place de leur groupe. Et puis, allez, une information qui concerne à présent le Ring Hockey après son élimination début novembre au tour préliminaire de la Ligue des Champions. La Vendéenne intégrait ce week-end à la deuxième Coupe d'Europe, la WSE Cup. Et pour ce 8e de finale aller samedi soir, les Rouges et Noirs sont allés décrocher le match nul de partout face aux Italiens de Val d'Agno. La Vendéenne est donc plutôt en ballottage favorable avant le match retour. Ce sera dans 15 jours à La Roche-sur-Yon. Et avant de retrouver les images, un dernier point sur les résultats avec cette fois le hockey sur glace et le classement de la Division 2. Vainqueur le week-end dernier à la maison, le Hogley était samedi soir en déplacement à Lyon. Fin de série pour les Aigles lyonnais, battus 4-1 pour cette rencontre de la 9e journée. Le Hogley est désormais hors du podium à la faveur des Lyonnais, toujours 4e avec 16 unités au compteur. Et puis une autre formation, actuellement 4e de son groupe, mais dans un tout autre sujet, c'est le club de La Ferrière en tennis de table. Engagé en National 2 masculine, les Ferriérois au pied du podium poursuivaient ce week-end le championnat avec la réception d'Angoulême. Une rencontre que les Ferriérois ont entamée sans leur joueur et entraîneur. Mathieu Perdriau, l'un des piliers de cette équipe, touché au pied mais tout de même présent pour assister à la rencontre au complexe sportif. Mathieu Perdriau a été remplacé au pied levé par le tout jeune Noah Marceau, 16 ans, qui faisait ses grands débuts en équipe première samedi soir. À l'issue des premiers simples, les Ferriérois sont en ballottage très favorable et mènent déjà 4-0. Première victoire de Noah Marceau, une victoire en 5-7. En 4-7, cette fois, c'est Axel Bossis qui s'en sort. Victoire 3-7-1 également pour Arthur Thomas, le capitaine de la formation vendéenne. Et puis Anatole Merlet vient compléter cette victoire. L'USF aborde donc la deuxième rotation avec un bel avantage, mais le scénario va s'avérer différent. Vainqueur de leur première confrontation, Arthur Thomas et Noah Marceau s'inclinent cette fois 3-0. Pas de souci en revanche pour Anatole Merlet, solide, qui s'impose 3-0. Et puis résultat positif aussi pour l'homme fort des Ferriérois, le mieux classé sur la feuille que vous voyez ici de dos, Axel Bossis. Vainqueur 3-7 face à Florent Buzon. Un partout. Ensuite, au niveau des simples, il va donc falloir aller chercher un dernier point. Et c'est le capitaine des Ferriérois, Arthur Thomas, qui va sceller le succès des siens grâce à sa victoire en 3-7 face à Samuel Collat. La formation vendéenne l'emporte face à Angoulême 8-3. Je vous propose justement de retrouver les deux capitaines du soir, Arthur Thomas et Samuel Collat, qui répondaient tous les deux aux questions de Daniel Lelanne. Sur le papier, on reçoit une équipe d'Angoulême qui est à peu près comme nous. Les 4 premiers matchs, c'est confrontation directe. On gagne les 4 premiers matchs, ça se déroule très bien. Derrière, dans la deuxième rotation, un peu plus compliqué, on perd 2 matchs. Au niveau des doubles, une victoire, une défaite, assez logique. Et derrière, moi et Axel, on termine les 2 matchs 3-0 et 3-1 chacun. Donc vraiment une belle prestation, content parce qu'il fallait assurer ce match. Jouer des matchs comme ça, où tu sais que t'es favori, mais que les mecs veulent s'arracher en face, c'est pas toujours facile. Donc le mental, vraiment, la cohésion d'équipe a bien joué aussi, le public comme d'hab. Donc voilà.
bonne prestation dans l'ensemble. Si on gagne le dernier match, on va terminer deuxième de la poule. Malheureusement, il n'y a que le premier qui monte. Donc on va croiser les doigts pour le tirage au sort en deuxième phase, avoir une poule un peu plus simple que cette année et espérer la montée en N1 en deuxième phase. On savait qu'on jouait une équipe qui était meilleure que nous sur le papier. On s'est quand même dit qu'on avait nos chances, vu qu'on les avait déjà joués l'année dernière, on avait fait match nul. Donc on s'est dit qu'on aurait pu essayer quelque chose. Et puis on a vu que Mathieu ne jouait pas, donc leur numéro 1. On s'est dit du coup il y avait d'autant plus de chances d'aller chercher un match nul, peut-être qui pourrait nous assurer le maintien. On n'a pas très bien démarré, on essaye un petit peu de s'accrocher, on ne revient jamais au score. Au double, si je ne me trompe pas, on est à 6-2. Et on prend un double 6-3 et l'autre double qui est vraiment à l'arrache, on perd à la belle 11-9 où on a des balles de 7 dans le quatrième il me semble. Donc on aurait pu revenir à 6-4 et derrière on ne sait pas ce qui peut se passer. L'objectif pour la fin de la phase là c'est de se maintenir, donc on joue le match de maintien sur le dernier match là, et il faut gagner pour se maintenir, donc objectif se maintenir. Et avec ce nouveau succès, la Ferrière se maintient en 4e position avec désormais 15 unités. Les Ferriérois restent en embuscade à 2 unités du leader Fouesnant. Prochain et dernier match de cette première phase, ce sera face à Cabourg, dernière du groupe et toujours sans victoire cette saison. Et puis enfin, pour terminer, je vous propose 2 résultats de volleyball. Tout d'abord, en National 3 masculine, Montaigu-Vendée-Boufféré se déplaçait hier dimanche sur le terrain du leader, les Neptunes de Nantes. Une très belle victoire sans trembler du MVBVB qui l'emporte 3-7 à rien. Pas de changement au classement avec 9 unités. Les Vendéens restent 7e à l'issue de cette 7e journée. Et puis on termine avec la Nationale 3 féminine. Une place de perdu pour la Landaise. Les joueuses de Mohamed Benani se déplaçaient hier en Ille-et-Vilaine face au Cercle Paul Bert Rennes. Les Rennaises s'imposent 3-7-0 face au Langenusson. La SL reste donc en bas de tableau en position de premier non relégable. Allez, pour conclure cette émission, je vous en parlais dans le sommaire de ce soir. C'est une discipline que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il s'agit du disque golf. Ce week-end, ce sport qui compte 800 licenciés en France était à l'honneur. Du côté de la Plaine des Sports de Fontenay-le-Comte, c'est là-bas qu'était organisée la Coupe des Pays de la Loire. Organisée par le club fontenaisien de disque golf, les Troll Putters, l'événement était qualificatif pour les prochains championnats de France. Les règles sont assez similaires à celles de son grand frère le golf. L'idée est ici de compléter un parcours en réalisant le moins de lancers possible. Oubliez les clubs, les balles et les trous. Ici, ce sont des disques lancés par les concurrents à la force de leurs bras avec pour cible le panier ou la corbeille métallique qui marque le passage à l'étape suivante. Hier, 2 manches étaient organisées pour départager les 40 concurrents présents au départ de ce parcours composé de 18 paniers. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'abord de retrouver l'un des vainqueurs du jour, Timéo Legendre, 15 ans, vice-champion de France junior tout de même. Il est suivi par Kevin Duguy, joueur et président du club des Troll Putters de Fontenay-le-Comte qui organisait donc cette Coupe des Pays de la Loire. On a fait une première manche matin sur le parcours qui s'est plutôt bien passé. Cet après-midi, le même parcours. J'ai fait 2 coups de mieux, donc c'est super et je gagne cette compétition. Il y a ce qu'on appelle des NT, des National Tours dans l'année et j'essaye d'en faire pas mal, donc, ce qui me permet de concourir dans la saison avec les meilleurs Français. Je trouve que c'est bien de faire des compétitions, on va dire, plus petites pour rencontrer des joueurs différents qui viennent de toute la France. Et le parcours, il est super, donc c'est cool. Là, aujourd'hui, c'était la qualification pour le championnat de France 2025. Donc nous, le Pays de la Loire, on a 7 places. Donc là, en fonction des résultats qu'il va y avoir, les gens vont être qualifiés à la remise des résultats. Il y avait 40 participants aujourd'hui qui venaient principalement des Pays de la Loire. C'est principalement comme le golf, à part qu'à la place d'utiliser des clubs et des balles, on va utiliser des frisbees spécifiques, pas des frisbees d'ultimate. Alors le parcours, il y a 18 paniers, parce que c'est la traduction de basket en américain, 18 paniers ou corbeilles. Et chaque trou est à faire en un nombre de coups, le moindre nombre de coups possible. Il faut beaucoup de pratique. Et après, un bon joueur, c'est quelqu'un qui va rester calme et qui va être courtois avec les autres et tout ça, parce que c'est de l'auto-arbitrage. Nous, à Fontenay-le-Comte, on est 10 licenciés et 15 adhérents. Et c'est en plein développement, parce que là, aujourd'hui, j'ai déjà eu un message des gens qui nous ont vu jouer et qui ont pris contact avec moi pour des initiations. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 2 décembre 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès jeudi soir en direct pour 85 chrono avec nos chroniqueurs et invités. Nous recevrons le club du Vendée, les Herbiers Football. D'ici là, on se quitte avec quelques images du bord réalisé par les skippers du Vendée Globe. En ce 23e jour de course, la flotte est toujours menée par Charlie Dalin sur Massif devant Sébastien Simon, 2e à bord de Groupe du Breuil, et Johan Richaume sur Paprika Care en 3e position. Très belle fin de soirée à toutes et à tous et à jeudi.
votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.